Voilà, on y est. Logiquement, vous êtes connectés avec nous pour vivre cette petite matinée. On n'aura pas l'occasion de vous offrir le croissant, le petit café pour cette matinée, comme vous le vivez depuis déjà quelques mois. Ça nous permet aussi de comprendre un nouveau format, ce format de webinaire auquel on a la chance aujourd'hui pour l'état des risques environnementaux à formation des acquéreurs des locataires accessibles pour tous, d'avoir des intervenants de qualité. Et d'ailleurs, on va faire un petit test sonore avec nos intervenants et on va débuter par celui qui porte le même prénom, mais pas le même nom de famille. C'est Monsieur Thierry Marchand, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la Fédération nationale de l'immobilier. Bonjour Thierry. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde pour cette présentation. Merci pour ce petit clin d'œil breton que je vois derrière vous à Saint-Malo, ça me fait plaisir. Je le sais. Vous avez remarqué, on a dans nos intervenants une féminine et je lui disais hors début de la vidéo qu'elle avait de lourdes responsabilités avec le sourire. C'est Madame Cathy Narcy, adjointe au chef de service risque naturel et hydraulique de la DGPR. Tout va bien Cathy? Bonjour. Bonjour à tous et vraiment ravie d'être présente aujourd'hui et j'en profite pour remercier Thierry Marchand de l'organisation de ce webinaire et de nous y avoir conviés. Je pense que ça sera très utile pour tout le monde, y compris pour nous, parce que c'est toujours bien d'avoir aussi des retours de terrain, voilà, donc des acteurs de terrain. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit, Cathy, car vous le savez, on va brièvement vous parler effectivement de ces 60 minutes. Vous aurez la possibilité, bien sûr, d'interagir. On a, via le webinaire, un système de questions. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais il nous reste encore un duo du cabinet d'Angélis. C'est François-Xavier d'Angélis et il est accompagné de Maître Guillaume Desmurs. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour à tous, très bien, je vous remercie. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci au second Thierry, donc Thierry Marchand pour cette invitation. Et oui, ça va très bien pour nous. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Avant de laisser la parole à Cathy, on va revenir vers Thierry. On va vous expliquer le fonctionnement. Je sais que quelques personnes n'auront pas l'occasion de vivre ça en direct, mais rassurez-vous, avec Thierry, vous aurez l'occasion de voir le replay dans la journée. Donc, ce qui n'est pas possible ce matin, pour ceux qui vont passer le message, vous savez que vous aurez l'occasion de voir ce webinaire. Thierry, ravi de vous retrouver. On sait qu'on voulait vivre une présentation des intervenants dynamique. Je crois que ça fait plaisir de vous retrouver. C'est vous qui allez lancer effectivement Cathy Narcy. Oui, voilà, tout à fait. Donc, nous avons organisé ce nouveau format de webinaire vis-à-vis de nos adhérents, mais principalement aussi vis-à-vis de l'ensemble de la filière de l'immobilier, qui concerne les agents immobiliers, les notaires, toute la population autour, et les diagnostiqueurs, toute la population autour de l'immobilier. Et je souhaitais pour ce nouveau format d'inviter Cathy Narcy, du ministère de la Transition écologique, en particulier sur la prévention des risques majeurs, sur un sujet qui pour moi est très important, qui est l'ERIAL, qui est donc qu'on connaissait précédemment sur notre format, et je laisserai donc Cathy s'exprimer sur ce sujet. Il y a eu ces derniers mois ce lancement et une incompréhension de la plupart des professionnels, déjà les diagnostiqueurs qui avaient des doutes sur l'usage de ce dispositif. Donc je souhaitais qu'avec le ministère, on puisse faire un éclairage particulier sur ce dispositif qui a aujourd'hui tout son sens compte tenu du réchauffement climatique et des problématiques que l'on a sur notre jolie planète. Exactement. Alors, on sait, Thierry, que je vais avoir la chance de vous retrouver après l'intervention de Cathy. Alors, pour vous qui nous suivez, le fonctionnement est assez simple. On va laisser effectivement la parole à Cathy Narcy, qui, vous l'avez pu le remarquer, partage un écran. Et ce partage-là va être dynamique, c'est-à-dire qu'elle va commenter, nous présenter effectivement ce dispositif. Donc, ça tombe plutôt bien. Nous allons lui laisser la possibilité sans intervention de notre part. Donc, elle sera en mode monologue. À la suite de son intervention, je reviendrai vers Thierry pour une ou deux questions parce que je suis certain qu'il va en avoir, peut-être moins, mais moi je les garde au chaud. Je sais que François-Xavier, Guillaume interviendront après. Et si vous souhaitez poser des questions auprès de nos intervenants, je vous invite à utiliser vers le webinaire le système questions.
Et puis, si vous avez l'occasion de décaler vos questions, rassurez-vous, avec Thierry, on vous expliquera comment répondre un peu plus tard. Cathy, tout va bien? Vous êtes prête? Je suis prête. Alors, je vais essayer Alors, c'est parti. en On vous espérant laisse que et la on vous technique souhaite me une suit. très bonne intervention. Oui, donc bonjour à tous. Je voulais effectivement vous présenter le dispositif Erial, mais avant de vous faire une démonstration de l'outil en tant que tel, vous expliquer, vous rappeler un petit peu le contexte déjà du dispositif d'information acquéreur locataire, et puis aussi ce qui nous a amené à développer l'outil Erial, en partie d'ailleurs sur la base de retours d'acteurs de terrain dont vous faites partie. Donc pour rappeler un peu rapidement le contexte, parce que c'est important de rappeler pourquoi on a ces outils réglementaires au-delà de les appliquer. Enfin, c'est important de se souvenir pourquoi on les a créés. Donc c'est un dispositif qui est assez ancien, qui a été créé par la loi de 2003, qui a pour objectif d'informer les futurs acquéreurs et locataires de la présence d'un certain nombre de risques ou de nuisances auxquels le bien qu'ils vont acheter ou louer est exposé. Donc c'est un dispositif qui s'est enrichi au fur et à mesure des années, et d'ailleurs ça continue, et je pense que ça va se poursuivre parce que c'est un outil assez efficient et plutôt apprécié, y compris par les parlementaires. Donc c'est un outil obligatoire pour toute vente ou location de biens exposés à certains risques et nuisances, ça vous le savez parfaitement. Donc l'objectif premier, bien sûr, c'est une question de transparence de l'information sur les risques. C'était un des cœurs de la loi de 2003, donc d'informer celui potentiel acquéreur ou locataire des choses auxquelles sont exposés le bien qu'il va acheter ou louer, en toute transparence. Donc le dispositif ne crée pas d'informations nouvelles, mais il s'assure que l'information qui est déjà existante arrive bien à la connaissance de ces acquéreurs ou locataires. Donc ça se fait avec le fameux formulaire rose-violet que vous connaissez bien, qui a pu changer un peu de forme de temps en temps et notamment de nom assez régulièrement. Mais je voulais aussi rappeler d'autres objectifs qui sont peut-être moins connus de ce dispositif. C'est que pour nous, c'est aussi un outil qui favorise la culture du risque. Je m'aperçois qu'il y a une grosse faute d'orthographe, je suis désolée. Favoriser la culture du risque et la connaissance de la population d'une manière générale sur les risques, ce qui permet aussi, notamment pour les risques où il peut y avoir des enjeux pour les vies humaines, de favoriser les bons réflexes pour le jour J, voire aussi inciter à des réalisations de mesures de prévention sur leurs biens. C'est-à-dire que si les gens sont bien informés des risques ou nuisances auxquels sont exposés l'endroit où ils habitent, ils seront plus à même de prendre les bonnes mesures qu'on essaye aussi de promouvoir, bien sûr, tant dans le comportement le jour de la crise qu'en amont pour éviter les problèmes le jour de la crise. Donc c'est pour moi quelque chose de très important parce que ça participe à un panel d'actions en faveur de la culture du risque et de la prévention des risques en général. Donc on a souhaité moderniser ce dispositif qui repose actuellement sur un formulaire un peu ancienne mode, on va dire, et sur des arrêtés préfectoraux qui sont faits au niveau de chaque département et qui sont donc publiés sur les sites des préfectures, donc que vous connaissez bien puisque c'est ce que vous utilisez quand vous réalisez les états des risques. On a souhaité dépoussiérer et moderniser ce dispositif pour mettre à disposition un outil numérique avec plusieurs objectifs. Alors déjà, offrir un meilleur service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour remplir l'état des risques, c'est assez fastidieux, il faut trouver les arrêtés préfectoraux, il faut réussir à les lire, donc c'est pas forcément très accessible, y compris même pour des professionnels des fois. Donc on a souhaité mettre en place un service plus simple, plus fonctionnel et plus accessible, donc pour les particuliers, mais aussi potentiellement pour les professionnels que ça pouvait intéresser. Et aussi, le deuxième grand objectif, c'est vraiment d'avoir un document plus accessible, plus compréhensible, parce qu'il faut reconnaître que le formulaire pour des non-sachants n'était pas forcément toujours facile à comprendre, et aussi avec un volet pédagogique pour répondre au deuxième objectif que j'ai cité tout à l'heure, de donner des bons conseils aux gens pour améliorer leur information sur les risques, mais aussi sur ce qu'ils peuvent faire pour réduire les problèmes liés à leur logement notamment. Ça marche aussi pour les bureaux ou autres usages, bien évidemment.
Donc pour ça, on a complètement modernisé la forme de l'IL avec plus de visuels, plus de pédagogie et un outil donc dématérialisé avec tous les avantages que ça représente, même si bien sûr à la fin, ça permet de sortir un document papier. L'avantage aussi de cette modernisation et de cet outil, c'est que c'est utile pour répondre à l'obligation réglementaire de l'état des risques au moment de la vente ou de la location, mais ça peut être utilisé par n'importe qui à n'importe quel moment qui veut connaître l'exposition de son bien aux risques et nuisances. Donc c'est pas forcément dans le cadre de cette obligation réglementaire. Donc en pratique, on s'est appuyé sur notre portail sur les risques et géorisques avec une nouvelle fonctionnalité et donc un pré-remplissage automatique de certaines informations. Alors pas toutes, hein, j'y reviendrai plus tard parce qu'il y a des choses où ça ne peut pas être fait, il y a même des choses que seul le propriétaire connaît, donc on ne peut pas remplir à sa place. Et aussi, ce qui a été important pour nous, c'est qu'on a créé cet outil en échangeant avec un panel d'usagers, parce qu'on a toujours tendance à jargonner, donc on avait besoin de tester avec des gens qui n'étaient pas du métier si l'outil était compréhensible, et aussi avec les représentants des principaux acteurs. Et je remercie effectivement la Chambre des diagnostiqueurs pour l'échange très constructif qu'on a pu avoir, qui nous a aidé à améliorer l'outil qu'on avait préparé. Alors là, je rentre un petit peu dans la technique pour ceux que ça intéresse, mais je vais passer assez vite. Donc le principe technique, ça génère automatiquement un état des risques en agrégeant un certain nombre de données, puisque là on est vraiment dans la donnée numérique pure. Donc pour ceux qui connaissent, mais c'est pas grave si vous connaissez pas, c'est pas bloquant. Tout ce qui est données administratives des PPR viennent de Gaspard, donc qui est notre outil interne au service de l'État qui permet de remonter toutes les informations sur les PPR. Tout ce qui est assiette géographique, donc le périmètre des PPR vient du géoportail de l'urbanisme, que vous connaissez probablement puisqu'on trouve maintenant dessus toutes les servitudes, dont les PPR. Et on a aussi un certain nombre de données qui sont déjà dans GeoRisque sur la pollution des sols, le séisme, les reconnaissances CatNat, pardon, etc. Mais on verra les items après. Et donc, à la fin, ça génère un PDF prêt à l'emploi qu'il faut compléter sur certains points dans certains cas, mais qui peut être utilisé et imprimé pour respecter les obligations réglementaires. Donc, alors, je voulais effectivement revenir sur ce sujet qui nous a été remonté et qu'on a pu voir aussi, j'ai vu certains posts sur LinkedIn qui posaient la question, voire qui faisaient des affirmations qui n'étaient pas forcément justes sur l'articulation entre l'ERIAL et le formulaire ERP que j'ai montré au début, puisque certains pensent qu'il faut quand même faire le formulaire en plus de l'ERIAL. Donc, ce n'est pas le cas. Le formulaire, enfin l'ERIAL a été conçu en comprenant exactement les mêmes rubriques qu'il y a dans le RP, et même il y a des rubriques supplémentaires. Donc le RP, si vous le refaites en plus, fait clairement doublon avec l'ERIAL et il n'y a absolument pas d'utilité ni d'obligation à faire ce formulaire en plus de l'ERIAL. Donc l'ERIAL, vu qu'il comprend, enfin le formulaire ERP en fait c'est un modèle, hein, dans les textes c'est présenté comme un modèle. Donc vous pouvez, d'ailleurs même au-delà d'ERIAL, utiliser un autre format du moment que toutes les informations qu'on trouve dans le formulaire ERP se retrouvent dans le document que vous faites. D'ailleurs, certains professionnels offrent déjà ce service aussi. Donc l'ERIAL, puisqu'il comprend toutes les rubriques qui sont dans le RP, répond parfaitement aux obligations réglementaires et vous n'avez pas besoin de recopier les informations de l'ERIAL dans un formulaire ERP. Alors par contre, bien évidemment, c'est pas parce que c'est un outil numérique que ça obère de faire des choses qui sont déjà faites d'ailleurs dans le cadre du formulaire ERP. C'est-à-dire que c'est important de bien vérifier et de compléter l'ERIAL notamment avec les informations qui ne sont pas pré-remplies. Donc il y a un certain nombre de choses, et d'ailleurs l'outil le signale, qui ne sont pas pré-remplis. Il y a bien sûr les informations sur le fait que le bien est subi un sinistre ou pas, puisque ça, nous, on ne le sait pas. Donc, c'est vraiment propriétaire de le renseigner, mais tout comme dans le RP actuellement. Il faut joindre à l'ERIAL, tout comme pour le RP, les extraits du PPR qui concernent la parcelle. C'est parfois oublié, donc j'en profite pour le rappeler.
Il y a aussi des informations sur les travaux obligatoires au titre d'un PPR, c'est-à-dire est-ce que le bien est soumis à des travaux obligatoires sur l'existant ou pas, et si oui, est-ce qu'ils ont été faits. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas pré-remplies et qu'il faut bien penser à compléter, mais comme c'est le cas pour le RP. Donc voilà, je fais ce rappel parce que c'est important. Et j'en profite puisque je m'adresse à des professionnels. Là, pour le coup, on voit tout l'intérêt du professionnel dans la réalisation de cet état des risques, qui va pouvoir être vigilant sur ces points-là et bien s'assurer que l'état des risques fourni à la fin est bien complet, exact et répond bien à l'ensemble des obligations réglementaires. Voilà, donc il ne suffit pas d'imprimer les RIAL et de signer, il y a quand même des choses à faire en plus. J'en profite aussi pour rappeler que dans les RIAL, il y a des informations supplémentaires à celles qui sont dans le formulaire ERP. Il y a dans la première partie des choses qui sont obligatoires, mais qui sont potentiellement dans d'autres formulaires ou d'autres réglementations. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est les plans d'exposition au bruit, qui ont un formulaire à côté. Donc là, on a souhaité faire un outil tout en un. Et aussi des choses sur les pollutions des sols qui répondent à une obligation réglementaire aussi, mais d'un autre article du Code de l'environnement, toujours dans une logique de tout en un. Et on a aussi souhaité mettre en annexe des informations complémentaires dont on disposait, dont certains acteurs d'ailleurs ont besoin et qui nous souhaitaient pertinents et fort utiles de donner. Par exemple, des informations sur l'argile où les notaires nous faisaient remonter que de toute façon, ils avaient besoin de le fournir. Et nous, par ailleurs, on trouvait utile de donner cette information aux gens. Donc, l'ERIAL fait le RP, mais il fait même plus de choses que le RP pour un maximum d'informations et d'aide aussi aux acteurs pour respecter leurs obligations réglementaires, y compris les notaires au titre du devoir de conseil. Je vérifie que je dérape pas trop. Donc, en termes de perspective aussi, je voulais signaler, parce que je suis pas sûre que tout le monde ait vu, que dans le cadre du projet de loi climat, il y a des évolutions du dispositif envisagé. Alors, pour l'élargir aux questions du trait de côte, mais aussi pour l'ensemble de l'état des risques en général, avec la volonté d'avancer l'état des risques, la remise de l'état des risques dès la visite du bien. Parce qu'en fait, ce que tout le monde nous remonte, c'est que quand les gens découvrent le sujet au moment de la promesse de vente, voire de la signature de l'acte, c'est déjà trop tard, ils ont déjà fait leur choix, déjà négocié le prix, enfin c'est compliqué. Des fois même, ça provoque l'annulation de vente, donc c'est bon pour personne. Donc les parlementaires et le gouvernement d'ailleurs ont souhaité avancer l'état des risques dès la visite du bien. Et il y a même dans un dernier amendement volonté de mettre des choses dès l'annonce. Alors pas l'état des risques en tant que tel, ça rentrerait pas dans l'annonce, mais un lien enfin plutôt un lien vers le site géorisque, en tout cas un moyen d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est pour nous quelque chose aussi d'important parce que plus les gens auront l'information en amont, mieux ça sera pour tout le monde. Voilà pour la présentation du contexte. Je voulais aussi faire une présentation en espérant que le réseau va suffisamment être actif. La connexion fonctionne bien. Voilà. Parce que je suis chez moi, ça marche pas toujours très bien. Donc, sur le site GeoRisque, voilà, vous arrivez par la fonctionnalité renseigner un état des risques. Ça mérite d'être explicite, en tout cas, on a essayé. Et voilà, évidemment, mon réseau ne fonctionne pas très bien. Si, ça vient. Donc, vous arrivez sur la page IAL qui vous propose les deux possibilités pour faire l'état des risques. Donc, on a amélioré la rédaction là, par rapport à la question d'ambiguïté sur est-ce qu'il faut faire le RP quand même. Donc, vous avez toujours la possibilité, bien sûr, d'utiliser le formulaire ERP, mais vous pouvez utiliser le site ERIAL. Donc, je vais aller là. Je vais vous faire une démonstration sur une parcelle où il y a pas mal de choses. Donc, ça a l'avantage d'être... Hop. Donc, vous voyez, ça affiche la parcelle à droite. Alors là, comme j'ai le GoToWebinar à droite, je vois pas tout. Donc, je vois pas la droite, mais normalement, ça affiche la parcelle. Et vous pouvez aussi
changer la parcelle que vous voulez utiliser en cliquant dessus. Vous pouvez du coup faire plusieurs parcelles. Donc après, vous cliquez sur afficher le résultat. Donc voilà, ça marche, parfait. Donc là, ça vous affiche directement les résultats pour la parcelle concernée. Donc avec un rendu qu'on a souhaité plutôt pédagogique par rapport au formulaire actuel. Donc là, par exemple, vous avez un PPR, un PPRT et un PPRI. Donc avec le périmètre qui s'affiche et un petit message d'explication pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un site aussi où il y avait une ancienne installation classée, donc potentiellement des problèmes de pollution. On trouve aussi qu'il n'y était pas dans le formulaire ERP un certain nombre de recommandations. Alors déjà, on rappelle l'intérêt de l'état des risques, mais je pense que les autres intervenants vont pouvoir revenir là-dessus, donc je ne m'étends pas. Et un certain nombre de recommandations pour faire passer un certain nombre de messages de conseils aux gens, toujours dans l'objectif que j'ai cité tout à l'heure. Donc là, vous trouvez aussi les informations complémentaires qui ne sont pas au titre du Code de l'environnement obligatoires, mais qui peuvent être obligatoires au titre du devoir de conseil et que nous, on a souhaité aussi donner. Donc par exemple, les installations classées à proximité du bien, l'exposition au risque retrait-gonflement des argiles, les canalisations de transport dangereuses. Et ça précise aussi ce qu'il n'y a pas sur la parcelle pour ce qui est obligatoire. Donc là, par exemple, il n'y a pas de PPR minier ou pas de PEB. Donc après, vous allez sur l'étape compléter l'état des risques. Donc c'est là qu'on doit compléter les choses que je disais tout à l'heure, que l'état des risques, que les RIAL ne pré-remplit pas automatiquement. Donc ceci dit, on a fait le choix que ça ne soit pas bloquant pour sortir l'état des risques. Donc il y a la possibilité de cliquer à préciser plus tard, mais il ne faudra pas oublier de le faire si ce n'est pas fait à ce moment-là. Donc là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc la question des PPR et des sinistres principalement. Et donc après, vous pouvez télécharger l'état des risques. Alors ça prend un petit moment parce qu'il retélécharge toutes les cartes que vous voyez du coup défiler au-dessus. Du coup, je vais aller directement sur le rendu. Ça évitera de perdre du temps. Donc ça sort ce PDF que vous voyez là, que vous pouvez bien sûr imprimer pour les obligations réglementaires. Donc il y a un petit QR code qui permet de vérifier aussi que les informations n'ont pas été modifiées en cas de contentieux ultérieur. Donc ça reprend les mêmes informations que celles que vous pouvez voir quand vous utilisez l'outil en tant que tel, avec un certain nombre de messages pédagogiques. Donc là, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Les recommandations aussi qu'on a vues tout à l'heure. Les risques qui ne sont pas sur la parcelle. La page donc à compléter. Donc il faut bien penser à compléter. Avec la signature en bas des parties prenantes, donc tout comme c'est le cas pour l'ERP. Un rappel qu'il faut joindre des extraits du PPR, très important. Et donc en annexe, les choses qui ne relèvent pas d'une obligation au titre de l'IAL, mais qu'on a souhaité rajouter et qui peuvent d'ailleurs répondre à d'autres obligations, comme le devoir de conseil. Voilà, donc là, ça vous donne pour cette parcelle-là. En annexe, vous trouverez aussi la liste des arrêtés CatNat sur la commune, ce qui ne veut pas forcément dire que le bien a été concerné, mais c'est un élément de contexte intéressant et qui peut aider aussi à remplir la page précédente. Et puis, voilà, des précisions, notamment sur quand le bien a des installations classées à 500 mètres autour de chez lui, une liste des installations concernées et le renvoi vers les fiches détaillées si la personne veut plus de détails. Voilà pour la présentation de l'état des risques. J'espère ne pas avoir trop débordé. Je me tiens à votre disposition, bien sûr, pour toute question. C'est très bien, Cathy. On a pris en compte. Alors, pendant votre intervention, j'ai déjà eu 2-3 questions, mais je
voulais vous remercier déjà. On va déjà revenir avec Thierry parce que forcément, je vais trouver dans ma question auprès de Thierry peut-être des réponses aussi auxquelles ceux qui ont voulu avoir des réponses avec vous, on va peut-être retrouver un lien. Thierry, déjà, qu'est-ce que vous en pensez effectivement déjà de l'intervention de Cathy et ce fameux dispositif? L'intervention de Cathy nous permet déjà de donner un peu plus de clarté sur l'usage et le bien fondé de l'Erial et sa différence par rapport à l'ERP. Voir que les deux peuvent pour l'instant cohabiter, mais qu'on va bien vers un système totalement Erial, puisque l'Erial a un sens vraiment plus fort et plus complet. J'ai bien noté effectivement qu'il y avait, c'était le projet d'avoir un tout en un qu'on n'a pas aujourd'hui sur le système ERP qui est un peu vieillissant. Effectivement, on le voit à l'écran, la maquette elle est un peu vieillissante. L'avantage du système Erial, c'est comme on le voit aussi sur le DPE qui est en cours d'élaboration, on va vers vraiment un outil de plus grande communication auprès du grand public. C'est quand même l'objectif. Hein. Là, on voit par des pictos, par des images, c'est quand même beaucoup plus parlant. Et c'est pour ça que moi, je trouve ce nouveau dispositif vraiment plus pédagogique. Et on en a bien besoin avec toutes les rigueurs et réglementations qui arrivent pour bien informer nos concitoyens de la situation de leur logement. Alors, j'ai noté et je finirai, j'ai noté aussi la notion du projet de loi climat et résilience, qui intègre également trois données très importantes. Il y a finalement le recul du trait de côte, c'est un sujet, mais c'est surtout aussi la possibilité de fournir Erial avant la mise en location d'un bien, voire mise en vente. Je pense que ça sera aussi un élément fondamental pour définir la véritable valeur du bien avant d'aller sur place, qu'on n'apprenne pas que le bien est en zone inondable une fois qu'on est presque à la date de la signature du compromis. Je pense que c'est quand même une bonne chose aussi. Donc toutes ces choses font que l'Erial a de la consistance et devient un outil d'une grande pédagogie. Donc je vais remercier Cathy pour sa présentation. Merci beaucoup Thierry. Je garde au chaud pour l'instant François-Xavier et Guillaume parce que je sais que Cathy, elle a fait un petit accroche en parlant notamment de la prévention. Cathy, j'ai quelques questions qui sont arrivées. Alors, je vais me permettre, alors je vous remercie de votre activité intense sur les questions. On va essayer d'être très bref. La première question qui est arrivée, en tant que diagnostiqueur immobilier, est-ce que je peux dès à présent effectivement utiliser l'Erial à la place, du moins pour mes clients? Est-ce que c'est possible ou pas, Cathy? Oui, tout à fait. Comme je l'ai indiqué, c'est vraiment soit l'ERP, soit l'Erial. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Je dirais même, je conseille de prendre plutôt l'Erial parce que justement, il est, comme l'a souligné Thierry Marchand, plus pédagogique, plus visuel, alors que le formulaire ERP est quand même un peu aride. Voilà, un peu ancienne école. Non seulement vous pouvez, mais je vous le suggère même, je pense que ça permettra aussi dans votre rôle d'accompagnement de vos clients de mieux expliquer le contenu qu'avec un formulaire où on coche des cases avec des termes parfois un petit peu compliqués. Donc, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Alors, cette question que je viens de vous poser, Cathy, a été demandée à plusieurs reprises et il y a aussi une petite conséquence. Il y a une question qui a été, je cite, hein, est-ce qu'il est vrai que l'Erial n'a qu'un caractère informatif dans le cadre d'une intention de louer et d'acheter un bien et n'est pas suffisamment, je dirais, solide juridiquement pour répondre à l'obligation réglementaire d'un ERP? Alors, non, il a la même valeur juridique. Alors, après, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a du coup souhaité faire une communication officielle, changer la formulation suite aux alertes qu'on avait eues. Cette ambiguïté, je pense, de certains, peut-être est liée au fait que les textes peuvent être ambigus parce qu'on parle de modèle. Donc, c'est bien un modèle, c'est pas un formulaire obligatoire. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, y compris certains acteurs qui disent d'ailleurs que l'Erial n'est pas bon, utilisent déjà des modèles différents. Je me permets cette petite pique. C'est bien un modèle. Et ce qui est important, c'est que c'est pas la forme du formulaire. La réglementation, ce qu'elle demande, c'est qu'il y ait les informations obligatoires. Donc le formulaire, il a l'avantage de donner un modèle qui rassemble dans un document tout ce qu'il y a à faire, qui est éparpillé dans plusieurs articles du code. Donc il sert à ça, le modèle.
Après, si vous avez exactement les mêmes informations dans un autre document sous une autre forme, ça ne pose aucun problème. Donc l'ERIAL, et on y a bien fait attention, comprend bien l'ensemble des rubriques qu'on retrouve dans le formulaire ERP. Donc il a la même valeur juridique. On l'a écrit aux principales fédérations, on l'a mis sur notre site internet, on a refait un post LinkedIn pour bien que ça soit clair. Ce qui est important, c'est le contenu. Le ruban autour n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait les informations obligatoires et l'ERP est seulement un modèle. Voilà, donc le terme modèle, c'est voilà, en français, c'est un modèle, c'est un exemple, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la forme possible. C'est juste une checklist et puis un modèle pour ceux qui, voilà, c'est un outil facilitateur le modèle en fait. C'est pour faciliter le travail des gens. C'est pas une obligation en tant que telle. Alors Cathy, vous êtes victime de votre succès. On est sur un format webinaire d'1 heure et je ne sais pas si je vais être capable de vous faire en direct toutes les questions. Juste pour les personnes qui nous écrivent, rassurez-vous, on a les replays et si on ne peut pas vous répondre dès maintenant, dès à présent, avec Cathy, avec Thierry, François-Xavier et Guillaume, on se chargera, on vous porte garant de vous répondre dans la journée. Voilà. Alors, autre question, très rapidement, parce qu'après, on va passer on parlait de la gestion des risques, donc tant mieux, on a François-Xavier et Guillaume du cabinet d'Angelis, donc on va avoir une partie des réponses aussi. On me dit, transmettre le test réglementaire que précisait que les RIAL vaut le RD, mais apparemment, beaucoup de nombreux notaires n'acceptent pas le document. Alors, on a écrit, quand je disais qu'on avait écrit à toutes les fédérations, on a écrit aussi à l'ordre des notaires. Donc, le même courrier qu'on a adressé à la FNAIM, côté agence immobilière et côté diagnostiqueur. Donc, pour leur faire passer le message aux notaires que oui, les RIAL peut bien être accepté. Après, je ne sais pas à quel point l'ordre des notaires sont plus difficiles à contacter, a bien fait le message à leur notaire, mais en tout cas, on a écrit à l'ordre des notaires pour leur dire ça. Et n'hésitez pas, la fédération, donc la FNAIM a le courrier qu'on leur a fait, donc si besoin, je peux même vous passer d'ailleurs peut-être le courrier qu'on a fait à l'ordre des notaires. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, on a des questions pratiques aussi qui est arrivée, puisque forcément, on parlait de replay, mais vous venez de faire une présentation. On nous dit, est-ce qu'on aura la chance d'avoir la possibilité de télécharger cette présentation que vous venez de faire? Je peux vous l'envoyer, pas de problème. Ouais, on le mettra en ligne sur notre site. D'ailleurs, je l'ai déjà envoyé à Thierry Marchand, je crois, ce matin, au cas où mon ordinateur ne voulait pas marcher. On pourra le mettre en ligne. Il était déjà levé très tôt. Hein. Il était déjà très tôt. Il avait déjà regardé ça très tôt ce matin. On a une question. Bonjour. D'après la présentation, nous n'avons plus de trame à compléter. Simple le faire et l'éditer depuis GeoRisc. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous imprimez le PDF, tout est dedans, tout comme le RP. Après, il faut simplement compléter les choses que l'ERIAL ne peut pas faire automatiquement et joindre les annexes, notamment quand il y a des PPR. Il faut bien penser à joindre ça, mais ça pré-remplit un certain nombre de choses. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de les remplir comme pour le RP, vous devez tout remplir vous-même. Par contre, voilà, point de vigilance, pensez bien à compléter la page où il reste pour le coup des cases à cocher, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et à joindre des annexes quand il y a des PPR. Ça, c'est très important. Alors, on a des questions, Cathy. Merci beaucoup déjà de vos réponses. On a des questions. Je vais les garder de côté parce que je crois qu'on va avoir une partie des réponses avec le cabinet d'Angelis. Merci François-Xavier, Guillaume d'être avec nous. Vous êtes en duo. Je ne sais pas qui va prendre la parole en premier. Vous avez compris, Cathy vous a tendu une perche. Je pense que ce serait pas mal forcément d'y répondre. Et puis, j'ai gardé effectivement 2-3 questions et à mon avis, ça va être de votre côté, avec le cabinet d'Angelis. Eh bien, je vais prendre la parole en premier. Donc, je remercie Madame Narcy déjà pour sa présentation. Et j'ai retenu un point qui est, à mon avis, essentiel pour la présentation de notre partie, c'est-à-dire l'implication, les conséquences juridiques donc, de ce dispositif. C'est qu'il n'y a pas d'obligation nouvelle. Voilà, il faut bien distinguer les obligations qui pèsent sur notamment les vendeurs, mais également les professionnels
qui interviennent dans l'acte de vente ou éventuellement dans une location, du dispositif lui-même. Voilà, vous preniez l'exemple du contenu et du ruban. Bon, c'est tout à fait juste, il est parlant, mais c'est bien ça qu'il faut retenir. Les obligations, le contenu des obligations d'information n'a pas changé. L'ERIAL, c'est un dispositif, un dispositif qui permet de faciliter la transmission de l'information, mais les obligations restent identiques. Donc, du coup, une fois que j'ai dit ça, finalement, j'ai presque tout dit de notre côté, puisque le régime juridique et la jurisprudence qui était applicable auparavant, pour l'essentiel, reste d'actualité. Donc, du coup, ce que nous vous proposions, alors je vais m'adapter aussi au format que vous choisirez, mais soit vous pouvez d'ores et déjà poser les questions qui ont été adressées, soit si vous le préférez, et c'est ce qu'on avait prévu de faire, nous pourrions vous présenter le régime de responsabilité, donc, qui est notamment défini par l'article L125-5 du Code de l'environnement, ses applications jurisprudentielles, parce que c'est vrai que finalement, l'état des risques, c'est souvent un thème qui est délaissé, pourtant il est source de responsabilité, avec des conséquences qui sont parfois très importantes. Et il y a une jurisprudence qui a tendance à se développer sur le sujet. Donc, soit nous vous faisons d'abord une petite présentation sur le dispositif, mais alors qui ne sera pas propre à l'ERIAL, qui sera plutôt celui de l'état de l'ERP, soit vous nous posez directement les questions, c'est comme vous le souhaitez. Alors, on a des questions. On dit quelles sont les conséquences juridiques si une ou des parcelles n'ont pas été mentionnées dans l'ERP? Alors, de toute façon, nécessairement, l'ERP est incomplet. Donc, la conséquence, c'est comme une absence de transmission de l'ERP. L'information attendue. Donc, de l'information attendue. Alors, après, je sais que la pratique, parfois, c'est de transmettre un ERP pour une unité foncière, c'est-à-dire pour des parcelles qui seraient contiguës les unes des autres. Voilà, c'est peut-être à ça que fait référence la question. Dans ce cas-là, l'ERP se fera au niveau de l'unité foncière. Mais ce qui est important, c'est de toute façon de transmettre l'ERP. Sinon, la conséquence, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont toutes les conséquences prévues par l'article 125-5, donc une possibilité pour l'acquéreur d'entreprendre une action soit en résolution de la vente, soit en diminution du prix de la vente ou du loyer en cas de bail. Alors, on est d'accord, mais on a entendu Cathy nous parler que la finalisation, effectivement, de cet outil nous permet d'avoir un PDF. On est d'accord là-dessus. Après, il y a une signature qu'on doit faire. Quelle est la responsabilité, effectivement, de cette signature? Qui a le droit de signer ce document à la finalisation du dispositif? Alors, le débiteur premier de cette information, évidemment, c'est le vendeur. C'est le vendeur du bien ou le bailleur lorsqu'on est dans le cadre d'un contrat de location. Il peut évidemment, et c'est fortement conseillé, faire appel évidemment à un professionnel pour réaliser cette information, professionnel qui pourra donc utiliser soit le dispositif ERIAL qui est aujourd'hui mis à sa disposition, mis à la disposition également des particuliers, soit bien sûr rester encore sur les anciens systèmes ERP, puisque encore une fois, on est sur un simple modèle et il n'y a pas d'exigence de forme. Mais effectivement, le débiteur premier de l'information, c'est le vendeur. Donc, il peut, pour les besoins de cette information, et comme pour les autres diagnostics qui composent le dossier de diagnostic technique, réaliser, évidemment, faire appel à un professionnel. Il est évidemment, dans le cadre de cette obligation d'information, accompagné potentiellement par un agent immobilier qui engage lui-même sa responsabilité, bien sûr, sur la présentation de cette information. Et c'est d'ailleurs sans doute des points qui vont encore évoluer avec les prochaines évolutions législatives qui peuvent être aujourd'hui imaginées. Et également, bien sûr, accompagné du notaire qui lui-même est débiteur d'une obligation de se renseigner. Et j'insiste d'ailleurs, c'était un arrêt de la Cour de cassation, c'est pas seulement une obligation d'information, c'est une obligation de se renseigner. Ça va au-delà de l'obligation d'information, c'est une obligation de renseignement et de conseil. Donc, il va chercher l'information, il va la vérifier. Il ne doit pas se contenter de la recevoir. C'est une information qui doit être vérifiée. Encore une fois, un arrêt notamment de la Cour de cassation en 2019 qui avait retenu justement sur le fondement de l'obligation de renseignement et de conseil la responsabilité des notaires et agents immobiliers. Et encore une fois, pour compléter,
l'ERIAL, finalement, ne change rien à la situation. C'est pas l'ERIAL ne va pas en fait entraîner la signature d'une personne ou d'une autre. Ça, ce sont les relations contractuelles entre les parties. C'est le choix du vendeur de faire appel à un diagnostiqueur ou pas. De toute façon, le vendeur restera débiteur de son obligation. Il aura un recours potentiel ou non vis-à-vis du diagnostiqueur. Le notaire, lui, de toute façon, il exposera toujours sa responsabilité. Mais l'ERIAL, par rapport à un formulaire ERP, la situation est strictement identique. En termes de responsabilité, j'entends. On a une date de validité. Est-ce que c'est valable 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an ou il n'y a pas de date de validité? Tu veux commencer? Oui, bah, c'est pas une question piège. Pas du tout, mais on voulait tous les deux répondre en fait. Aujourd'hui, le texte prévoit effectivement que cette information sur l'état des risques est à moins de 6 mois à la date soit du contrat de location, soit de la promesse de vente ou de l'acte définitif réitérant la vente. Il y a une validité aujourd'hui de 6 mois avec des discussions sur une réduction de cette durée qui pourrait passer de 6 à 3 mois. Et après, il y a une question… avec un point essentiel qui est l'objet donc des derniers arrêts de la Cour de cassation, de la troisième chambre et de la première chambre en 2019 et en 2020. Mais on pourra vous communiquer les références exactes sur l'obligation de réactualisation ou d'actualisation en tout cas de l'ERP lorsqu'il y aurait eu une évolution entre l'avant-contrat, notamment la promesse de vente, et l'acte authentique. C'est-à-dire que si donc l'ERP ou l'ERIAL a moins de 6 mois au moment de la signature de l'acte authentique, mais éventuellement qu'il y a eu une modification entre la promesse de vente et l'acte authentique, il y a une obligation, et ça c'est l'article L271-5 qui le prévoit, du Code de la construction et de l'habitation, d'actualiser l'ERP. Toute la difficulté, c'était, et c'est là où l'ERIAL sera peut-être une source de simplification, c'était de définir la source sur laquelle devait se baser notamment le notaire, hein, c'est lui qui était le plus exposé avec le vendeur, évidemment, la source sur laquelle il devait se baser pour vérifier s'il y avait eu une modification. Donc, vous avez notamment un arrêt donc, du 19 septembre 2019 qui précise bien que cette source, c'est le recueil des actes administratifs et non pas la simple consultation du site internet de la préfecture. Mais ça, ce sont les temps anciens, puisque maintenant, de toute façon, les notaires iront sur l'ERIAL et les informations seront à jour, j'imagine. C'est tout l'intérêt d'ailleurs. On a une personne parmi nos participants, et d'ailleurs, je crois que quelques personnes ont quelques petits soucis de son. Je vais vous rassurer, vous pourrez retrouver le replay dans la journée, on trouvera des solutions. Il y a un diagnostiqueur qui pose la question. Il veut vraiment que vous relanciez parce que c'est le devoir de sa responsabilité. Il pense, s'il se trompe dans la rédaction de l'ERP ou de l'ERL, l'engagement, c'est sa responsabilité en tant que diagnostiqueur immobilier ou est-ce que c'est le notaire? Alors, s'il se trompe, il faut être précis. Si lui-même se trompe dans la rédaction de l'ERP ou si il n'est pas communiqué? C'est lui. Alors, dans sa question, il me marque si je me trompe, donc c'est lui. D'accord. Alors, sa responsabilité sera évidemment engagée. Enfin, le vendeur, on est encore une fois dans un régime de responsabilité qui est particulier, avec sur la base de L125-5 du Code de l'environnement, on a une responsabilité directe du vendeur qui ne pourra pas en principe s'exonérer sur la base de l'exonération habituelle dans un acte de vente de la clause d'exonération des vices cachés. Donc on a une responsabilité presque automatique du vendeur. Mais lui, évidemment, si l'erreur a été commise par le professionnel qui l'a mandaté, il va pouvoir bien sûr se retourner contre ce professionnel, ce diagnostiqueur. L'acquéreur lui-même pourra agir directement contre le diagnostiqueur, pour le coup sur un fondement délictuel. Et cette responsabilité n'est pas exclusive, puisque là, encore une fois, le notaire lui-même doit quand même contrôler le contenu de l'acte. Et donc, si par exemple est communiqué un plan de prévention avec une cartographie et que la parcelle, il a fait une mauvaise interprétation
par le diagnostiqueur de la localisation de la parcelle sur ce plan et sur la cartographie, le notaire lui-même répond avec le diagnostiqueur de cette erreur. Donc, on a des responsabilités ici qui sont conjointes et qui peuvent être donc multiples si plusieurs professionnels sont intervenus, un agent immobilier, un diagnostiqueur et un notaire, à des degrés divers et en fonction, bien sûr, de l'évolution de la jurisprudence, mais qui est aujourd'hui assez sévère à l'égard de tous ces professionnels. Ça reste très factuel. Donc, c'est vrai que pour répondre plus précisément, il faudrait avoir le cas auquel fait référence donc le diagnostiqueur en question. Il y a un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 9 mars 2020 qui est assez intéressant à ce titre, où le diagnostiqueur avait bien communiqué l'ensemble des documents donc, qui devaient être annexés, mais il avait omis dans la fiche de synthèse de préciser que le bien en question faisait l'objet d'un PPRI, donc vraiment du risque d'inondation. Vous savez comment ça se présente, il y a des cases, et la case sécheresse avait bien été cochée, mais pas la case inondation. En revanche, le PPRI avait bien été annexé. Et la Cour d'appel a considéré que certes, il y avait une omission, mais qu'il n'y avait pas de faute parce que l'ensemble des informations avaient bien été transmises. Donc, c'est vraiment très factuel. On a obtenu une décision d'ailleurs exactement similaire à celle de la Cour d'appel d'Agen devant le tribunal judiciaire à l'époque, le tribunal de grande instance de Draguignan en 2019. C'était exactement les mêmes faits. Le diagnostiqueur n'avait pas coché sur le formulaire CERFA la case inondation, mais il avait bien communiqué le plan de prévention qui montrait bien effectivement que la parcelle était située dans la zone concernée par le risque inondation. Et donc, effectivement, l'information était considérée comme délivrée, même s'il y avait une erreur formelle dans le formulaire CERFA. Merci Guillaume, merci François-Xavier. Thierry, on a quand même cette impression, on a des craintes, on sent quand même qu'on a un peu cette peur de passer le RP, les RL. Est-ce que vous le ressentez aussi à travers votre réseau? Là, oui, la peur, la crainte, elle existe, mais elle démontre aussi le niveau aujourd'hui de responsabilité des diagnostiqueurs. Je dirais qu'auparavant, on se préoccupait de donner un document et sans avoir un impact réel et prendre en considération un impact réel. Aujourd'hui, les professionnels démontrent de leur compétence, de leur degré de compétence qui a énormément évolué. Et cette crainte démontre véritablement cette idée. Donc, l'ERIAL répond, là on parle encore de RP, d'ERIAL, mais finalement c'est bien un dispositif d'information à acquéreur locataire, c'est bien l'IAL, hein, c'est lui qui doit être bien réalisé. On voit bien si on coche pas une case dans le modèle précédent violet, bah, finalement le juge regarde bien le contenu des éléments transmis. J'ai noté un point très très important qu'a soulevé François et Guillaume, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait une erreur faite peut-être par le diagnostiqueur, voire l'agent immobilier, ou les deux. Également, le notaire doit vérifier encore le contenu de ces documents. Donc, on est là où on a vraiment une responsabilité globale. Et c'est tout l'esprit de cette filière de l'immobilier qui est au sens large. Nous, on est les premiers souvent chez un client, ensuite passe l'agent immobilier, passe ensuite le notaire, pour faire simple, mais on a une responsabilité qui peut engager vis-à-vis du vendeur, mais qui va engager également la responsabilité de l'agent immobilier et engager la responsabilité du notaire. Donc c'est pour ça que la question que vous posez est tout à fait légitime, et les diagnostiqueurs sont tout à fait légitimes de poser cette question. Je rappelle une chose, c'est que l'avantage du nouveau dispositif ERIAL définissant l'IAL va pour toutes les communes qui ne sont pas concernées par des plans de prévention de risque, et heureusement il y en a, heureusement il y en a, le document est assez simple finalement. Et là, le diagnostiqueur est à peu près, je dirais, tranquille, puisqu'il transmet qu'un élément, à part les parcelles cadastrales qu'il faudra peut-être qu'il le définisse. Là, c'est peut-être le moment aussi de poser la question réellement au propriétaire, dire attendez, pouvez-vous me dire toutes vos parcelles cadastrales? Pouvez-vous me montrer également votre attestation de propriété du bien que vous voulez vendre? Parce que c'est pas souvent le cas. Souvent on nous dit on nous donne l'adresse d'un logement, mais on nous dit pas qu'il y a derrière 3 ou 4 parcelles de terrain qui suivent. Il y a peut-être des parcelles qui sont en zone inondable et d'autres qui ne le logement finalement n'est pas en zone inondable. Ça, je l'ai connu, donc je peux vous le dire que c'est des choses qui se font dans la réalité. Donc, il faut vraiment avoir pas mal d'informations à ce titre.
Donc, c'est tout à fait légitime cette question, cette Alors, inquiétude. Thierry, j'ai deux petites questions, sachant que la première, c'est les éditeurs de logiciels. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il faut quand même les remercier. Je pense que vous allez pouvoir vous en charger. Mais il y a aussi cette question qui me taraude. Et je sais qu'il y a des personnes qui l'ont posé aussi, très souvent, on peut aussi faire une sous-traitance. Donc, on fait appel à une société qui est spécialisée pour effectivement préparer la rédaction. Là, en l'occurrence, bon, ça doit être contractuel. Je lance une perche aussi vers François-Xavier Guillaume, dire si cette société en question fait une erreur, qui est responsable? Est-ce que c'est moi ou c'est la société à laquelle j'ai fait appel en sous-traitance? Donc, la première question pour Thierry, c'est nos éditeurs logiciels. La deuxième, je vais l'aiguiller comme vers François-Xavier Guillaume. Les éditeurs de logiciels, jusqu'à présent, effectivement, on avait plusieurs qui répondaient et qui proposaient des ERP d'une façon beaucoup plus, on va dire, technique, avec tous les éléments issus des arrêtés préfectoraux. C'est un travail, c'est un travail de sous-traitance. Ça n'empêche pas que le diagnostiqueur qui utilisait ce travail de sous-traitance devait regarder ce qui se passait dans les ERP et pas communiquer des ERP sans vérifier. Je pense que dans certaines catégories, là, Cathy a présenté tout à l'heure sur Nanterre une zone qui est quand même assez complexe, hein, avec des risques divers et variés. Là, il va falloir intégrer tous les plans de prévention liés à chaque risque technologique, risque inondation et j'en passe. Donc, il est certain que si le diagnostiqueur ou le professionnel ne veut pas aller chercher les cartographies, les plans de prévention des risques et les mettre à la suite de l'ERIAL, eh bien, les éditeurs professionnels spécialisés auront encore des beaux jours à vivre, surtout sur les zones, je dirais les zones à risque, hein, les zones compliquées à mettre en œuvre. Pour la responsabilité, ça va nous rassurer, notamment pour nos éditeurs de logiciels qui sont avec nous. Bon, vous avez entendu, hein, François-Xavier et Guillaume, la deuxième question. Je profitais d'avoir Thierry et en même temps de vous mettre à contribution sur la réponse de sous-traitance. Alors, bien sûr, en cas de sous-traitance, mais c'est le cas pour l'intervention des diagnostiqueurs sur d'autres rapports, sur d'autres missions, le co-contractant direct reste responsable vis-à-vis de son donneur d'ordre ou en cas de recours vis-à-vis de l'acquéreur éventuellement. Ils sont tous les deux en fait responsables, le co-contractant direct et son sous-traitant. Bien sûr, le co-contractant direct aura éventuellement un recours contre son sous-traitant s'il est responsable, enfin si en tout cas sa faute a causé le dommage, ou en tout cas est à l'origine de l'erreur. En revanche, il reste responsable. Et j'attire l'attention de tous les diagnostiqueurs qui pourraient nous écouter. L'écueil, c'est la couverture d'assurance. La sous-traitance au niveau de la responsabilité, il pourra y avoir un recours contre le sous-traitant. En revanche, il faudra bien veiller à ce qu'ils soient assurés au titre de leur contrat pour une intervention directe, mais également en cas de sous-traitance de leur mission, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. Je rebondis. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a constaté, d'où l'intérêt d'être très vigilant sur sa RC Pro quand on fait sous-traiter. On doit absolument également être assuré pour même si on l'a fait sous-traiter. Et le cas de l'ERP jusqu'à aujourd'hui n'est pas souvent pris en compte, cette responsabilité n'est pas souvent prise en compte par le diagnostiqueur. Alors, Cathy, on a une personne qui nous suit depuis ce matin et elle l'a fait en live direct. Elle a marqué son adresse, elle a essayé de voir et elle a été étonnée, elle n'a pas trouvé d'informations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces versions? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Alors après, ça dépend de l'adresse. Après, il y a effectivement des adresses où il n'y a aucun risque et nuisance. Peut-être qu'il a la chance d'être dans ce cas-là. C'est difficile de répondre sans avoir l'adresse, mais oui, l'information qui ressort est vraiment liée à la parcelle. Donc là, j'ai montré tout à l'heure volontairement une parcelle où il y avait beaucoup de choses parce que c'est plus illustratif pour la démonstration. Moi, pour mon adresse, par exemple, je crois qu'il n'y a que l'argile, donc il y a peu de choses qui ressortent. Donc il y a des parcelles où il n'y a pas de risque et de nuisance, et donc il ressort juste qu'il n'y a pas de PPR, voilà, et forcément aucune information ressort parce qu'il n'y a rien.
Donc peut-être que c'est le cas sur cette adresse, auquel cas c'est parfaitement normal. Heureusement, il y a quand même il n'y a pas des risques et des moutons sur toutes les parcelles de France. J'ose espérer. On a quand même avec les RAL, bon, on a des mêmes rubriques de l'ERP, vous me l'avez bien indiqué. On a cette fonction annexe avec énormément d'informations complémentaires, un maximum d'informations. Et il y a aussi des conseils. D'ailleurs, on a la chance d'avoir François-Xavier Guillaume qui aussi nous donne des conseils. Est-ce qu'on imagine que ce dispositif va évoluer au fil… alors, comment ça fonctionne? C'est au fil des semaines, des mois? Comment vous imaginez ce dispositif? Alors nous, là, on a sorti un premier jet, mais l'objectif, c'est bien de l'améliorer continuellement. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer le message. N'hésitez pas à faire remonter des choses. Donc, certains connaissent sur le site Géorisque, vous pouvez faire remonter des observations. Donc, on a déjà des observations qui ont été remontées directement par des professionnels ou par des fédérations. Et on a déjà un certain nombre d'améliorations prévues. Par exemple, on a prévu de rajouter le fait que s'il y a un PPR sur la commune mais que la parcelle n'est pas concernée, de le mettre dans l'annexe, parce qu'on estimait qu'en termes de culture de risque, si la personne travaille sur la commune, voilà, c'est une information utile pour la culture de risque, même si elle n'est pas obligatoire au titre de l'IL. Il y a des choses qu'on souhaite rajouter où aujourd'hui on n'est pas prêt techniquement, par exemple sur tout ce qui est cavité. Il y a beaucoup de demandes, par exemple en Normandie où il y a beaucoup de marnières, de rajouter de l'information sur les cavités. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille pour avoir une base de données qui nous permettra de mettre ça en annexe. Donc l'objectif, c'est bien d'enrichir au fur et à mesure qu'on a des informations suffisamment fiables, par contre, parce que c'est quand même très important, d'enrichir le contenu et aussi la forme. C'est-à-dire que si vous avez des retours sur les recommandations, donc on a fait ce qui nous semblait le mieux, de très pédagogique sans faire 50 pages non plus. Donc c'est un exercice pas forcément très simple, surtout qu'on peut avoir tendance à jargonner. Donc on a travaillé avec notre service de communication, mais si vous avez des bonnes idées à faire remonter, tant en contenu qu'en termes en contenu au sens de thématique abordée, qu'en termes de rédactionnel qu'il y a dans les réels, n'hésitez pas. Nous, on est preneurs, parce qu'on est tellement dedans au bout d'un moment qu'on voit plus trop et on n'est pas, nous, en direct avec les clients. Alors, on a testé auprès d'un panel, mais donc on est vraiment très, très intéressés par le remonter. Alors, on essaye d'y donner suite. Après, des fois, c'est des choses qui peuvent demander un développement, c'est plus long. Mais quand c'est des choses rédactionnelles, on essaye de le prendre en compte assez rapidement. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, on prêtera beaucoup d'attention au retour que vous nous faites. Ça, on peut vous le certifier. On a déjà pris certains en compte. Si vous y voyez pas venir, c'est que des fois, ça peut demander un développement technique un peu long, mais vraiment, on accordera beaucoup d'attention à votre retour, qui est pour nous très, très important d'avoir le retour des gens sur le terrain, parce que l'objectif, c'est bien que ça marche sur le terrain. Voilà, donc, on est d'accord. François-Xavier, Guillaume, vous allez avoir un énorme rôle aussi à jouer parce que Cathy est très demandeuse, enfin en tout cas sur le service qu'elle représente aujourd'hui, car vous êtes aussi quelque part tous les deux aussi acteurs parce que vous êtes capables, avec les cas particuliers, de remonter des informations très rapidement, notamment avec Cathy. Ah oui, remonter des informations. Alors, très rapidement, nous, on les voit plutôt a posteriori, parce que c'est quand des cas judiciaires se présentent, mais c'est toujours intéressant, je pense, de pouvoir faire la synthèse des cas jurisprudentiels qui peuvent se présenter à nous et éventuellement les failles du dispositif sur lesquelles, qui nous permettent, sur lesquelles la responsabilité des professionnels est recherchée, mais aussi ce qui nous permet de les défendre. Et d'ailleurs, en clair, le dispositif ERIAL, c'est a priori quand même permettre de toute façon de limiter également la responsabilité des professionnels, finalement en simplifiant l'accès à l'information, en permettant une localisation du bien parfois plus aisée que par la lecture d'une cartographie, puisqu'on a un accès direct à la parcelle, à l'adresse, etc. Donc sous réserve bien sûr à chaque fois de vérification des informations données par le dispositif ERIAL, bien sûr, mais sous réserve de ces vérifications, oui, ce dispositif va permettre en réalité de limiter des erreurs qui étaient de toute façon pour cette information sur les risques relativement limitées. C'est un contentieux qui est assez réduit si on le compare aux autres documents dans le DDT.
Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, ce sera l'une de mes dernières questions, parce que vous voyez, on a déjà pratiquement arrivé à l'heure, ça va très vite. Est-ce que ce n'est pas le moment où on va voir que l'IRL va remplacer le RP? Ou est-ce que les deux documents, du moins, vont encore cohabiter ensemble? Alors, la question peut s'adresser à vous deux, mais aussi à Cathy. Je pense que c'est plutôt à Madame Narcy de répondre, hein, puisque c'est finalement du droit prospectif. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment que les RIAL ou tout autre dispositif, aussi pédagogique d'ailleurs, hein, on ne demande pas à avoir le monopole non plus, se substitue à l'ERP auprès des acteurs, parce que il a justement été conçu pour être plus pédagogique, de meilleure qualité finalement par rapport à l'objectif poursuivi. Donc, et puis ça facilite le travail des professionnels, c'était aussi un des objectifs, comme vous venez de le signaler. Donc nous, notre objectif, voilà, c'est de faire en sorte que de plus en plus tout le monde utilise les RIAL plutôt que le formulaire qui est quand même très aride. Après, on ne veut pas forcément l'interdire, parce que des fois l'outil aussi, sur certains endroits, notamment quand la base cadastrale n'existe pas, il y a encore quelques endroits où l'outil ne fonctionne pas partout, donc il y a aussi besoin d'avoir ce filet de sécurité papier. Le numérique a parfois ses faiblesses. Voilà, mais nous, notre objectif, c'est que ça se substitue de plus en plus. Après, c'est à la main des acteurs. Alors, j'ai entendu la petite voix de Thierry qui, a priori, voulait réagir. L'intérêt quand même de l'ERIA, de ce nouveau dispositif, c'est sa clarté pour tous les logements et tous les biens. Moi, je vois, je suis particulier, je veux acheter un bien, je dirais dans une commune. J'ai un document, on va me donner une information. Finalement, ce bien ne m'intéresse pas, je vais en retrouver un autre. Je vais avoir le même type de document. Sachez quand même qu'une lecture identique d'un document identique, beaucoup plus pratique pour nos concitoyens. Et je pense que cet usage va naturellement se faire. On va avoir l'habitude d'un même document, et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Là, on parlait de pédagogie du contenu, mais il y a aussi la forme. Là, comme on disait, il y a plusieurs modèles possibles. Mais si on a plusieurs modèles, il faut aller chercher l'information, c'est compliqué. Là, vous avez dit tout à l'heure, Thierry, que quelqu'un n'avait pas encore, ne pouvait pas trouver l'adresse de son RIAL. Effectivement, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de risque majeur, ben on va tout de suite voir dans le document qu'il n'y a rien. Ça va se faire très, très rapidement. Et c'est ça, pas que cette pédagogie, cette lisibilité du document, le même pour tous, c'est vraiment pour moi un atout et une avancée considérable. Je reviens sur le DPE où on a la même philosophie. Je pense que c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse sur les années à venir, qu'on ait des documents identiques pour tout le monde pour un bien. Alors, on peut prendre l'exemple pour finir sur la carte grise d'une voiture. Oui. Bah, quelle que soit la voiture, on a la même carte grise. Hein. Il faut lire le contenu. Et bien, il faut arriver à la même chose sur le bâtiment et sur le logement. C'est déjà les premières étapes sont plutôt bien lancées. Alors, c'est vrai qu'on est toujours dans cette phase de transition, jamais facile. Mais je peux vous annoncer, messieurs, madame, qu'il y a eu énormément de questions. Alors, je sais qu'il y a Raphaël qui m'a fait un s'il vous plaît, aidez-moi, expliquez-moi comment on fait pour finir de signer le dossier. Je vais vous rassurer, Raphaël, on va vous aider aussi dans la journée. Il y aura les replays, donc vous pourrez effectivement réécouter comment on fonctionne, et puis on sera à votre disposition. Je voulais sincèrement vous remercier. Déjà, honneur aux dames, à Cathy pour cette intervention. On arrive au terme du webinaire. Bien sûr, Thierry, vous représentez effectivement aujourd'hui la présidence de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la Fédération nationale de l'immobilier. Sans vous, nous n'aurions pas pu vivre ce webinaire. Donc, merci d'avoir lancé ce webinaire avec Cathy. Et merci, messieurs, pour vos interventions. On a résumé, on est près de 160 participants. Quelques personnes n'ont pas eu l'occasion, avec un problème de son, de tout voir, mais on sait qu'on va pouvoir donner cette activation par le replay. On a enregistré les questions. On va les dispatcher, messieurs et mesdames, ceux qui nous ont suivis auprès des intervenants qu'on avait. Merci à vous. Je vais laisser les dernières paroles déjà avec Françoise Affé et Guillaume, Cathy, et puis pour la clôture avec Thierry. Écoutez, merci à vous et merci encore une fois à Thierry pour son invitation. Je vois qu'il est déjà passé à l'étape suivante. Donc, nous serons ravis de revenir pour expliciter les prochaines évolutions avec vous.
Ben, à nouveau, merci aussi pour l'initiative d'avoir monté ce webinaire qui, je pense, était très utile pour un outil qui est un petit peu nouveau et qui, du coup, posait pas mal de questions. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire remonter soit des questions, soit des suggestions. On est toujours preneurs. Voilà. Merci à tous. Merci Cathy. Et au moment où vous parliez, j'avais une réponse de Maréline, une question qui pouvait préciser de trouver les annexes à joindre avec l'IREF. Ça n'arrête pas les questions. Donc vous allez avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Oui Thierry, c'est à vous. On répondra aux questions. Moi, je voulais déjà remercier Cathy Narcy pour sa présence à ce webinaire. On avait absolument besoin d'un éclaircissement des services de l'État. Merci à François, Xavier et à Guillaume pour leur présence et leur regard juridique. Là aussi, on a besoin. On s'est rendu compte du fait des questions que Lydia Ossiker se pose aussi et un souci de responsabilité quand ils envoient un IAL à la population, à leurs clients. Moi, je voulais déjà vous remercier d'être tous présents, par écran interposé, évidemment. C'est aujourd'hui une méthode que l'on utilise. Moi, un grand merci à tous de participer à ce type d'événement. Aujourd'hui, on a cet événement et c'est quelque chose qu'on va maintenant instaurer assez régulièrement, au moins tous les mois avec ce format, pour pouvoir vous donner de l'information. C'est essentiel de donner de l'information sur des sujets qui peuvent paraître complexes, mais finalement ne le sont pas, mais avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de pratiques par des personnes qui ont la connaissance. Et donc, Cathy nous a énormément aidé à un peu éclairer le sujet aujourd'hui. J'espère qu'on aura fait avancer ce nouveau dispositif et l'aider à mieux le comprendre auprès de nos concitoyens. Finalement, on s'adresse aux professionnels, mais il faut quand même penser aussi aux Français qui sont tous les jours confrontés et qui peuvent aussi accéder directement au système. Ce n'est pas passer à côté d'un professionnel, mais c'est aussi l'information que nos concitoyens ont besoin de connaître. Et je trouve que cet outil a cet avantage très ludique et très pédagogique. Donc, merci à vous d'être venu à notre présentation. Thierry, dernière question et qui va faire la clôture de ce webinaire. Donc, on a Françoise, on a Guillaume, le cabinet d'Angelis, on a Cathy et on a vous. À quelle adresse peut-on faire les remontées pour améliorer le système? Donc, je pense qu'il y a Cathy qui va nous annoncer peut-être une adresse email, peut-être une boîte à outils qui nous permet d'avoir remonté. Et en ce qui vous concerne, en ce qui concerne le cabinet d'Angelis. Oui. Alors, pour nous faire part de remontée, je ne sais pas. Je me tourne vers Thierry Marchand. Je ne sais pas comment il souhaite que nous procédions, mais nous pouvons mettre notre boîte mail à disposition, évidemment. Donc voilà, je me tourne vers Thierry Marchand. Nous avons la boîte mail de la chambre qu'on communiquera directement et on a une boîte mail également qui sert pour le service juridique, qui pourra servir directement au cabinet d'Angelis pour pouvoir rebondir sur les données qui sont faites. Et je vais laisser Cathy Narcy pour le site ERIA, mais il y a également Géorisque qui est présent. Oui, je pense que le mieux, c'est d'utiliser effectivement la fonctionnalité de Géorisque qui permet de faire remonter une question ou un problème. Et après, je compte aussi sur Thierry Marchand pour faire la synthèse, pour qu'on soit pas trop submergé. Voilà, peut-être faire des réponses groupées sera peut-être aussi efficace que plein de réponses, plein de questions individuelles. Tout à fait. On va faire. Si je peux me permettre ce petit coup de main. On fera une FAQ, on va lister le nombre de questions. Oui. Et on va faire une réponse circonstancée en groupant sûrement les questions. Voilà, écoutez, merci à vous. On vous souhaite une très très belle journée. Portez-vous bien et puis au plaisir de se retrouver dans une petite trentaine de jours. On vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous quitter, vous aurez d'autres infos, notamment sur les réseaux et bien sûr sur le site officiel de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la Fédération nationale de l'immobilier. Et puis, forcément, les questions sont traitées, seront condensées, car vous êtes quand même beaucoup à avoir posé des questions assez similaires. Donc, on va quand même être facilitateur pour François-Xavier, pour Guillaume et pour Cathy. Merci à vous. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci à vous tous. Bonne journée.